Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cancéro, le podcast qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences et d'informations autour du cancer et des soins de support. Pour mener à bien cette mission, j'accueillerai à mon micro des patients qui nous raconteront leur histoire, mais aussi l'entourage proche, les aidants, les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous faire découvrir l'échange très riche que j'ai eu avec 3 patientes formidables, Anne-Sophie, Brigitte et Claire. Je les en remercie encore car nous avons passé un très agréable moment ensemble. L'enregistrement a duré 1h30 et pour que l'écoute soit plus agréable, j'ai découpé cette table ronde en 4 épisodes qui seront diffusés sur 4 semaines. Juste pour vous faire un petit teasing, sur l'épisode 1, Anne-Sophie, Brigitte et Claire vont se présenter, raconter leur parcours de soins et les effets indésirables qu'elles ont eus. Nous avons aussi discuté des relations et des discussions que l'on a avec ses proches, ainsi que les conseils et les aides les plus précieuses pendant les traitements. Sur l'épisode 2, nous avons discuté du bénéfice de se rapprocher d'une association, ainsi que de la reprise du travail, avec son lot de difficultés, comme la fatigue et les troubles cognitifs. Dans l'épisode 3, Anne-Sophie, Brigitte et Claire nous présentent l'association dont elles sont membres, Ensemble pour elles, ainsi que le Dragon Boat et les bénéfices de cette activité physique dans le cancer du sein. Et pour finir, dans l'épisode 4, elles nous feront leur retour d'expérience sur leur représentation de la pièce de théâtre Cellule en crise, ainsi que de leur rôle en tant que figurante et actrice dans le film Le souffle du dragon. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes. Bonjour Abigail. Bonjour Claire, bonjour Brigitte, bonjour Anne-Sophie. Je suis vraiment ravie de vous accueillir cet après-midi sur le podcast Cancéro et je suis vraiment ravie de vous avoir toutes les 3 autour de la table pour nous parler de vous, pour nous parler de vos parcours de soins et pour nous parler aussi de l'association. Vous êtes toutes les 3 membres de l'association Ensemble pour elles sur Reims qui propose plusieurs activités. Et je trouve que c'est très intéressant d'en parler et ça va permettre d'aider d'autres patients. Alors tout d'abord pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter chacune votre tour? Alors si tu veux, on commence par toi Claire. Donc je suis Claire, je suis la présidente de l'association Ensemble pour elles depuis 7 ans maintenant. Je suis arrivée dans cette association en novembre 2013 et ma foi, l'essayer c'est l'adopter, donc j'y suis restée. J'y ai découvert plein de choses et que j'essaie de faire découvrir à d'autres femmes et c'est surtout un esprit d'entraide et de partage d'expérience qui est super important parce que nous sommes toutes bénévoles, toutes là seulement avec notre expérience et c'est très très enrichissant pour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Brigitte, j'ai 64 ans, je suis arrivée dans l'association en 2017. Je suis rentrée au conseil d'administration il y a 2 ans et maintenant je suis en retraite, donc ce qui me permet d'être bénévole encore plus souvent pour justement accompagner toutes les femmes et tous les projets. Voilà. Bonjour, moi c'est Anne-Sophie, j'ai 50 ans. Donc, j'ai été touchée par le cancer du sein en 2019 et j'ai rejoint l'association Ensemble pour elles en juin 2021. Et je fais un beau parcours avec Ensemble pour elles qui m'a beaucoup aidée dans toutes mes démarches. Eh ben, c'est super, tu vas pouvoir nous dire à quel point ça t'a été bénéfique. Est-ce que vous voulez bien nous partager vos parcours de soins respectivement? On commence par toi Anne-Sophie.
Allez, on commence par moi. Donc voilà, comme je disais, j'ai été touchée par le cancer du sein en 2019. On a trouvé une boule au sein au mois de juin et au mois de juillet, je me faisais opérer. Donc le parcours de soins se met très très vite en place. Donc déjà, ça commence avec le médecin traitant qui nous indique toutes les démarches qu'il faut faire, mammo, écho, etc. Et ensuite vient l'opération et après les traitements. Donc la mise en place des traitements avec les infirmières d'annonce qui nous expliquent un petit peu ce qui va se passer parce que j'ai eu droit à de la chimio et après radiothérapie. Donc voilà, la chimiothérapie a commencé en août 2019. Voilà. Et donc, tu as eu un parcours de chimio, et puis après des rayons, et j'imagine que tu es aussi passé par la case chirurgie avant. Oui, chirurgie au mois de juillet. Chirurgie au mois de juillet. Ensuite, la chimiothérapie du mois d'août au mois de décembre. D'accord. Et la radiothérapie a débuté en février jusqu'au mois de mars. Donc, pour le coup, en plein confinement, j'étais en radiothérapie pendant le confinement. Ouais, ça, c'était une période difficile pour les soins. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés à ce moment-là. Je pensais qu'il allait y avoir des difficultés, mais non, on n'a pas été lâchés par les médecins qui, malgré la situation sanitaire, étaient quand même présents et nous soutenaient encore plus, je pense, par rapport à ce confinement. Oui, c'est plutôt au niveau associatif que tout s'était un petit peu stoppé à l'époque. C'est vrai qu'au niveau des soins, heureusement, ça a perduré. Mais c'est vrai que le tissu associatif, le lien entre patients, ça avait vraiment été mis à mal à l'époque. Pour le coup, oui. C'est pour ça que je n'ai pu adhérer à l'association que l'année d'après, 2021. D'accord. Oui, donc ça avait retardé ton... complètement. Ouais, mais j'ai quand même eu du mal à trouver les coordonnées d'Ensemble pour elle. Moi, j'ai eu quand même beaucoup de mal à trouver. Pourtant, j'avais demandé au niveau des associations quand même qui suivaient par rapport à Lise et à Courlancy. Ils m'avaient donné toute une enveloppe avec des numéros de téléphone, mais il n'y avait pas Ensemble pour elle dedans, sauf erreur de ma part. Mais ouais, j'ai quand même un peu galéré pour trouver l'association. Et d'où l'importance aussi sur ce podcast de mettre en avant des associations et puis de montrer ce qu'il est possible de faire pendant les parcours de soins et de voir avec qui il est possible de se mettre en contact. Ça peut que aider d'avoir toute cette information. Et après, libre à chacun d'essayer telle association, telle pratique d'activité physique, mais au moins ça permet de connaître et puis du coup de voir si on adhère ou pas. C'est ça. Tu n'as pas eu d'hormonothérapie ? Ah si, et hormonothérapie, effectivement, en plus, après tout ça, et en ce moment d'ailleurs, toujours. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours de soins, Brigitte ? Alors moi, on a découvert mon cancer en mai 2017, 2 mois avant mon contrôle. C'est moi qui l'ai découvert un soir, en passant dans la salle de bain, avant d'aller me coucher. Senti bizarre, donc le lendemain, j'ai appelé ma radiologue et voilà. Donc je suis rentrée dans le système tout de suite. J'ai été opérée donc, de la tumeur. J'ai pas eu d'ablation, seulement la tumeur et la chaîne ganglionnaire qui étaient atteintes. Ensuite, j'ai eu de la chimio et de la radiothérapie et de l'herceptine. Mais je n'ai pas eu d'hormonothérapie. J'avais un cancer invasif triple négatif. Sur le coup, je n'ai pas cherché à savoir ce que c'était. Je crois, heureusement, parce que maintenant que je sais ce que c'est, je pense que j'aurais eu beaucoup d'appréhension. Donc voilà. Et donc je suis partie en soins du mois de juillet, enfin c'était l'opération au mois de juillet jusqu'à fin février 2018. Et j'ai intégré l'association au mois de novembre, parce que je la connaissais, et moi qui suis un peu sportive, donc voilà, c'est par le Dragon Boat, moi, que je suis arrivée dans l'association. D'accord, très bien. J'avais trouvé assez facilement, moi, par contre, parce que je connaissais le nom, je connaissais
Donc voilà, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Je travaillais dans le médical, donc j'avais une bonne écoute déjà au niveau professionnel. Et ça a quand même facilité quand j'ai rencontré l'oncologue et le radiologue, puisqu'ils savaient où je travaillais. Et donc je reconnais que ça a facilité un peu les rapports avec les médecins, les dialogues. Et donc j'ai bien soutenu, bien entouré, toujours bien informé. Donc j'ai bien passé cette période-là. Voilà. Après, bon, les soins, ça reste comme assez difficile, surtout la chimio. Les rayons, non, mais voilà. Mais au niveau de l'encadrement, j'ai pas eu à me plaindre. Et après, dans l'association, l'accompagnement était très important aussi. Qu'est-ce qui t'a paru très difficile dans la chimiothérapie ? Les 3 premières chimios qui nous mettent à plat. Le produit rouge, moi j'appelle ça le produit rouge, c'est terrible parce que moi j'en ai eu 3 et 3 réactions différentes, mais vraiment à plat quoi. En 3 mois on est à plat. Après on continue à être à plat, mais pas pareil. Là, on descend d'un coup et quand on est active et qu'on se retrouve complètement à plat. Parce que moi au début j'ai eu ma première chimio, donc j'ai eu des réactions, mal au cœur, avoir envie de vomir. Ça a duré une petite semaine. Après une semaine, on est mieux. Et après, moi qui courais, donc je sortais, je courais. Et puis après, on a la deuxième. Donc pareil, une semaine, là, j'ai dormi toute la semaine. J'ai pas eu de mal au cœur, mais j'ai dormi toute la semaine. Après, j'ai commencé à courir un peu. Et puis après, la troisième. Et là, non, j'ai pas pu recourir. J'étais vraiment lessivée. Au bout de 3 chimios, j'étais lessivée. Après, bon, ça s'est stabilisé, parce qu'elles sont un peu moins fortes quand même. Mais ça nous met vraiment à plat en 3 mois. Et heureusement, tu étais une personne très active et qui faisait du sport, parce que c'est vrai que l'activité physique, ça aide. Oui, parce qu'on a envie de sortir. J'essayais de marcher tous les jours, mais on est vite essoufflé. Bah oui, bien sûr. On est vite essoufflé, on fait un peu de ménage, au bout de 10 minutes, on est fatigué, enfin, tout devient difficile. Et donc, faut savoir, on se dit, ça va passer, hein, mais en attendant, on est là et puis on se dit, on est un peu inutile, quoi. On ne sait pas forcément comment réagir. Donc, d'où l'importance d'être bien entouré. Voilà, c'est important. Oui, les proches t'ont beaucoup aidé. Vas-y Anne-Sophie, dis-moi. Non, mais je voulais aussi rebondir sur l'expérience de Brigitte pour indiquer que également j'ai eu ce produit rouge, les 3 premières chimios à 3 semaines d'intervalle. Alors moi j'ai eu les mêmes réactions aux 3, à la différence de Brigitte. J'étais pas bien le lendemain et le surlendemain, fatiguée, couchée. Et j'ai continué également à faire du sport. Le vendredi soir, je faisais mon heure de sport, pas après les chimios, mais entre. Moi, j'étais vraiment pas bien 2 jours après, et ça s'est stabilisé. Moi, les corticoïdes chez moi m'ont quand même bien boosté, on va dire. Et toi, Claire, est-ce que tu veux bien nous raconter moi, j'ai eu un parcours de soins ? J'ai eu un parcours totalement différent puisque j'ai échappé à la chimio et à la radiothérapie. Donc moi, c'est une décharge électrique dans le sein au mois d'avril, l'année de mes 50 ans. Donc j'avais déjà pris mon rendez-vous puisque j'avais reçu une invitation de la Sécu. J'avais pris mon rendez-vous, mais j'avais un rendez-vous en octobre. Donc je me suis dit, on va voir. Et puis après, je me suis dit, non, on va peut-être pas attendre trop longtemps. Et puis au mois de juin... rendez-vous mammo, et puis je me suis retrouvée avec un peu plus que mammo, puis biopsie, puis machin, et puis tout un tas de rendez-vous en sortant de chez le radiologue. Et puis je suis partie en vacances en attendant le coup de téléphone de mon gynéco pour me dire à quelle sauce il allait manger, certainement. Et puis début septembre, ablation du sein, et j'ai eu la chance que les marges soient saines. Ce qui m'a évité la radiothérapie, et ensuite pas de propagation, donc pas de chimio. Et puis hormonothérapie pendant 6 ans et demi, avec toutes les tendinites qui vont bien. Donc heureusement que j'avais une activité sportive, puisque je faisais du tennis, que j'avais pas vraiment arrêté, puisque j'ai été opérée côté gauche et que je jouais du côté droit. C'est les tendinites qui m'ont fait arrêter le tennis. Et le Dragon Boat, j'y suis venue parce que je savais depuis 1 an que j'allais y venir.
quand j'ai vu le documentaire sur Thalassa, le documentaire qui s'appelait Nous irons à Venise, qui était l'histoire de l'équipage. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa de savoir qu'il y a ça à Reims. Si jamais ça m'arrive, j'irai les voir. Voilà, 1 an après, j'y étais. Donc je ne sais pas s'il faut y voir une relation de cause à effet. Je ne pense pas. Mais en tous les cas, je savais où j'allais. Enfin, je savais où je voulais aller. Je ne savais pas ce que ça représentait. Et j'y ai tout de suite été bien accueillie. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, quand on essaye, on adopte. Et Brigitte, tu parlais tout à l'heure de l'apport des proches. Alors oui, parce que moi j'ai 2 enfants qui sont loin. Donc je vis toute seule, j'ai perdu mon conjoint il y a 11 ans. Et donc j'ai un fils qui est à l'étranger et l'autre qui est au-dessus de Lyon. Donc je les ai prévenus, ça a été les 2 premières personnes proches prévenues, bien sûr, mais ils étaient loin pour être là, présents, voilà, pour tous ces moments. Et moi j'ai eu la chance d'avoir une équipe professionnelle autour de moi qui m'a accompagnée tout au long de ma chimio. Donc, parce que moi j'y allais à pied, habitant pas très loin, ils me disaient tu reviens comment? Non, tu vas pas revenir à pied. Donc ils avaient fait un tour et à chaque fois que j'allais en chimio, il y en a une qui venait me rechercher, qui me ramenait chez moi. Donc j'étais bien entourée, ils prenaient des nouvelles pratiquement tous les jours. Donc voilà, et après mes enfants, j'ai eu la chance que celui qui est à l'étranger est venu au mois de juillet. Il était venu cette année-là 3 semaines et il a prolongé de quelques jours puisqu'en rentrant de vacances, j'avais ma première chimio. Donc du coup, c'est lui qui m'a accompagnée après ma première chimio. Donc voilà, comme ça a été un peu... voilà, il a pu voir un peu ce que ça pouvait être. Et pour lui, ça lui a certainement aussi permis de vivre mieux à distance. Parce que quand il m'appelait, on en causait pendant 5-10 minutes. Et après, on pouvait causer de tout à fait autre chose. Voilà. Mais je pense que voilà, il y en a qui ne sont pas forcément bien accompagnés. Au niveau professionnel, c'est pas toujours ça. Voilà, moi j'avais pas le côté personnel, mais j'avais le côté professionnel. Voilà. Donc, oui, parce que même si du coup tes enfants n'étaient pas sur place, tu t'es quand même senti bien entourée. Oui, bien entourée. Voilà. Ouais. On a toujours des amis qui téléphonent, mais on ne peut pas leur demander forcément trop de choses, et puis on n'ose pas parce qu'on a quand même nos problèmes, ils ont aussi leur vie, et puis ils n'ont pas forcément l'écoute. C'est difficile de s'exprimer sur ce qu'on peut ressentir à ces moments-là. Parce qu'il faut le comprendre aussi quand on est en face. Donc voilà, donc il faut, si on a au moins ou le côté professionnel ou personnel qui est là pour accompagner, c'est bien. Et d'où l'intérêt de se rapprocher aussi des associations pour pouvoir parler avec des personnes qui comprennent ce par quoi on est passé. Oui, puis pour pallier aussi à l'absence de proches ou d'écoute, quoi. Et toi, Claire? Et puis, par rapport au dialogue, Brigitte disait que c'était difficile de faire appel à des amis, parce que déjà, le simple fait qu'on dise qu'on a un cancer, déjà, ça fait peur aux gens qui sont en face. Et après, ils ne savent pas du tout comment se comporter. Alors, nous, on aimerait qu'ils nous parlent d'autre chose que de notre cancer, et eux, en fait, ils se rattachent à ça pour nous parler. Et dans l'association, en fait, on parle de tout sauf du cancer. Donc, une fois qu'on a vidé notre sac, on parle normalement comme si on était avec des gens avant qu'on soit malade, quoi. Mais c'est super ce que tu dis, parce que je suis sûre qu'il y aura beaucoup d'aidants aussi qui vont écouter ce podcast. Et c'est vrai que on ne sait pas toujours quoi dire. Des fois, on a peur d'être maladroit, on a peur de mal faire. Enfin, je pense que ça cristallise beaucoup de peur aussi, le cancer et ses traitements. Et du coup, c'est vachement intéressant de dire que, voilà, en tant que patient, ce qu'on attend des proches et des aidants, c'est peut-être tout simplement les discussions du quotidien, sans que ce soit toujours tourné sur les traitements et sur la pathologie. Alors moi, j'ai un exemple Brigitte. typique, c'est que j'avais un proche qui, à chaque fois qu'on se voyait, elle me parlait de 2 autres personnes qu'elle connaissait qui avaient le cancer. Donc elle me disait, tiens, un tel, ça se passe comme ça, un tel comme ça. Et un jour, gentiment, je lui ai dit, écoute, quand on se voit, tu ne me parles plus des autres qui ont le cancer. Et quand on joue la pièce, on en parlera tout à l'heure, mais j'y pense souvent parce que c'était surtout ce que j'avais pas envie d'entendre, de savoir qu'un tel, parce qu'on avait envie de sortir. Justement, pour voir les gens, c'était de parler d'autre chose, de faire autre chose, et de ne pas avoir à comparer parce qu'on n'a pas envie de comparer, chacun réagit différemment. Donc qu'une telle personne a eu tel soin ou telle réaction n'est pas forcément appropriée par rapport à son cas. Et puis on n'a surtout pas envie, quoi. On a envie de parler d'autre chose. C'est des petites choses. Et je trouve ça très courageux que tu lui aies dit à cette personne.
que tu aies eu l'honnêteté de... Je ne me voyais pas à chaque fois, ça fait mal au cœur qu'on m'entende parler que de ça alors qu'on a envie de parler d'autre chose. Donc Bien voilà, j'ai dit gentiment, si tu veux, on n'en parle plus, on n'en parle pas. Et on parle d'autre chose, on va se promener, on fait un magasin, enfin voilà. Mais ne pas parler du... Et voilà, savoir comment j'allais, voilà, ça en a pour 2 minutes, ça va bien, ça se passe bien, et voilà, on passe à autre chose, quoi. Et toi, Anne-Sophie ? Moi, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai été énormément soutenue de par ma famille, par mes amis, par mes connaissances au niveau de mon travail, même mes collègues de travail de Paris, qui m'ont soutenue avec des tonnes et des tonnes de messages, sans finalement parler du cancer, mais juste m'envoyer de bonnes ondes, me souhaiter bon courage, me dire que ça allait aller. Enfin, c'était vraiment très, très bienveillant de leur part. La famille aussi, on n'en parlait pas forcément. Et je rebondis un peu sur ce que disait Brigitte par rapport aux enfants. Moi, j'ai été mise dans du coton par mon mari et par ma fille pendant tout ce parcours de traitement. Et j'ai absolument voulu qu'ils viennent tous me voir quand j'étais en chimio. Et j'ai bien fait parce que ma fille s'inquiétait énormément, s'imaginait tellement de choses par rapport à... comme nous tous, en fait. On a plein d'a priori sur la chimio, donc je voulais absolument qu'ils viennent voir comment ça se passait. Donc ma fille est venue et j'ai bien fait. Ça l'a vraiment rassurée. Elle a vu que c'était pas si terrible que ça se passait bien. Et j'ai fait la même chose avec mon fils qui est un peu plus grand. Et je pense que ça leur a fait du bien de voir comment ça se passait. Et au niveau de mes amis, je les avais en ligne pendant la chimio, pendant que la chimio passait, là, pendant les 3h30. Moi, on papotait avec les copines, et t'as fait quoi ? Et le boulot, ça va ? Et les amours et ça fait vraiment du bien de sortir de ça et de parler de tout et de n'importe quoi. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, dans l'imaginaire des enfants, c'est quand même dans l'imaginaire de tout le monde, en fait, tant qu'on n'a pas vu de ses propres yeux, tant qu'on n'a pas vécu dans un service hospitalier, en fait, on peut s'imaginer tout. Et ça peut être hyper anxiogène. Et c'est vrai qu'une des manières de désacraliser un petit peu tout ça, c'est peut-être tout simplement d'accompagner la personne en soins pour se rendre compte. Ah oui, ça a vraiment des bienfaits. Hein. Ma fille, il y a 3 ans, donc elle avait 21 ans. Mais oui, je pense que ça l'a vraiment rassurée, apaisée, vraiment beaucoup, énormément, je dirais. Et c'est vraiment quelque chose... moi, j'ai proposé, je n'ai rien imposé, j'ai juste proposé. Est-ce que vous voulez venir me voir ? Quand j'ai senti qu'il y avait un peu de réticence, j'ai quand même un peu dit « Mais si, il faut venir, tu verras ». Et j'ai bien fait, mais vraiment. Mais c'est hyper intéressant parce que, en plus, souvent, on est papa, on est maman, quand on est dans les soins, et comment on apaise les angoisses de ses propres enfants face à ces traitements qui sont très très lourds. C'est une question qui est hyper intéressante. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir en parler le plus naturellement possible, en fait. Et toi, Claire, est-ce que... Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir ces gros traitements-là, donc je n'ai pas eu à gérer ces émotions-là chez moi. Donc, je vais dire Joker. Alors, du coup, je vais te poser la question suivante. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé à traverser la période des soins ? Moi, les soins, c'était de l'hormonothérapie pendant 6 ans et demi. Donc, ce qui m'a aidé, c'était de me bouger. Parce que si je laissais ma carcasse s'enkyloser avec les légères douleurs liées à l'hormonothérapie, j'aurais plus rien fait. Donc, c'est mes copines de tennis qui m'ont fait jouer, qui m'ont fait reprendre, qui m'ont fait jouer, qui ont accepté de courir à ma place quand je ne pouvais pas courir. C'est le bateau. Et c'est l'écoute. Et puis, j'ai eu la chance d'être rapidement aidante, écoutante, je ne sais pas comment on dit, dans l'association. Donc,
Enfin, c'est un petit peu viscéral chez moi, donc le fait d'aider les autres, ça m'a aussi aidé, moi, à avancer. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc, c'est très clair. Mais je pense que c'est un point commun entre nous trois. C'est viscéral et c'est salvateur que d'aider les autres. Et c'est pour ça qu'on est là avec toi, Abigail. Et je vous en remercie encore. Et toi, Brigitte, qu'est-ce qui t'a le plus aidé pendant les soins? Pendant les soins, c'est le fait d'être toujours en contact avec quelqu'un, de ne pas rester, parce que moi, comme je vis seule, de ne jamais être seule, pas à la maison, mais d'avoir toujours des contacts, que ce soit au téléphone, que ce soit pour aller marcher. Bon, puis comme j'habite en centre-ville, donc de tout faire à pied, donc j'allais au chimio, au rayon, toujours à pied, de toujours prendre l'air, de faire de l'activité, de ne pas se recroqueviller sur soi-même en se disant bon, je ne vais pas bien, c'est mieux demain, je vais rester là. Ouais. Non, toujours se bouger, mais moi je ne sais pas ce que c'est que de rester calme. Donc, de toujours avoir envie d'avoir de l'activité et puis de rencontrer des gens ou d'avoir des gens au téléphone. De ne pas s'isoler, surtout ne pas s'isoler. Que ce soit isolé en ne faisant rien ou que ce soit en isolé en ne voyant personne. L'isolement, je mets de côté. Mais ça, c'est un énorme point commun que vous avez, vous trois. C'est vraiment, vous êtes très actives et l'activité physique occupe une part très très importante. Vas-y, dis-moi, Anne-Sophie. Moi, je me suis un petit peu recroquevillée quand même sur moi-même parce que, effectivement, par rapport aux a priori dont on énumérait tout à l'heure, moi, j'ai eu les premières chimios et je me suis dit, bon, allez, vas-y, Anso, maintenant, t'attends de voir ce qui se passe. Donc, je me suis un peu quand même isolée malgré tout, même si le vendredi, j'allais à mon cours de sport, mais le reste du temps, j'attendais. Je me disais, bon, la chimio, qu'est-ce que ça va faire? Alors, j'attendais. Est-ce que je vais avoir ceci, cela? Je vais avoir mal au dos, enfin, tout ce qu'on peut... Et j'avoue que j'ai un peu trop attendu ces effets indésirables. Et je me suis un peu trop recroquevillée, quand même. Oui, t'anticiper les effets que tu n'avais pas encore, en fait. C'est ça, c'est ça. J'attendais les effets que je n'avais pas et si c'était à refaire, j'espère pas, j'attendrai pas. C'est-à-dire que j'ai annulé des vacances. Si c'était à refaire, je n'annulerais pas les vacances. Je partirais en vacances. Mais là, j'attendais. J'ai attendu. Il y avait un petit peu tout le contexte Covid en plus et tout ça qui n'aidait pas à se projeter positivement quand même. C'était avant. C'était un an avant. Ouais. Mais 2019, ça commençait le Covid déjà. Oui, c'est vrai. À la fin d'année. Mais j'avoue que moi, je me suis quand même recroquevillée, même si j'ai gardé mon cercle. En fait, je n'ai pas élargi mon cercle amical. Au contraire, j'ai resserré le cercle amical et j'allais récupérer des bonnes ondes et des bonnes énergies au cours de sport le vendredi soir. Et je remercie encore toutes mes copines. Mais après, on fait comme on peut avec les outils qu'on a au moment donné parce que, on ne peut pas être tout le temps dans l'énergie, dans l'aide. C'est tout à fait normal au final d'avoir des périodes plus difficiles. C'est ça. Et faut pas être trop sévère avec soi-même et trop se juger. Je pense que c'est tout à fait humain de resserrer le cercle, de resserrer les rangs et puis peut-être d'être plus centré sur soi et puis d'être un peu dans la rumination de temps en temps. Ça paraît totalement normal. On peut pas. C'est des parcours qui sont très très durs à vivre, donc c'est tout à fait normal. C'est ça, et c'est important quand même de le souligner, et ça n'a duré que le temps de la chimio. Donc après, vous vous rendez bien compte que les effets, c'est pas à quoi vous vous attendiez, et heureusement. En fait, c'est de l'anxiété d'anticipation. Oui. Et ça, c'est terrible. C'est ça. Après, ça n'a pas duré très très longtemps non plus, parce que chez moi, c'est plutôt la positivité qui vient en renfort de tout ça. Mais voilà, la dernière chimiothérapie pour moi, c'était le 26 décembre. Je suis arrivée, j'étais habillée comme si j'allais faire la fête pour Noël, quoi. D'ailleurs, j'avais un peu peur des paillettes. J'avais peur que ça aille dans le cathéter. Mais par rapport à l'anxiété d'anticipation, il y a même des patients qui ont des nausées, des vomissements, rien que par le fait qu'ils ont peur en fait de la chimio avant même d'avoir les traitements, qui vont déjà vomir. C'est vrai que c'est terrible et en même temps c'est totalement humain. C'est ça, et c'est important d'en parler aussi. Oui, complètement. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles
à ces personnes qui peuvent être dans ce cas de figure? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Il faut quand même aller de l'avant et continuer ses activités comme d'habitude, sauf bien sûr s'il y a une grosse fatigue, mais vraiment juste vivre, normalement. Voilà, sans se poser de questions. Être trop dans son cerveau et plus dans son physique et faire. Ouais. C'est ça, avancer finalement, avancer. En même temps, on est quand même en mode guerrière, il faut quand même le dire. Mode guerrière et pas trop écouter tout ce qu'on peut entendre sur les traitements finalement. Parce que, comme le dit Brigitte, on est toutes différentes et on réagit toutes différemment. Donc les gens qui nous entourent ont tendance à nous mettre un petit peu dans du coton en nous disant « Non, mais te fatigue pas, reste calme, repose-toi, nana, tu vas pas bien », alors que c'est faux. En fait, quand on a un cancer, on est malade avant de le savoir. À partir du moment où on est en traitement, on n'est plus malade, enfin moins malade. On est malade par les traitements, on est malade par tout ça, et on est malade par l'idée qu'on a un cancer. Mais en fait, c'est pendant qu'on est en voie de guérison qu'on nous considère comme malade. Et c'est toujours à nous de faire la preuve qu'on est capable de faire quelque chose. Et ça, c'est pesant. Parce qu'à la limite, il faut qu'on soit presque 2 fois plus que comme avant. Pour montrer qu'on est capable de faire quelque chose. Parce qu'il faut toujours on est dans une société où il faut toujours qu'on prouve quelque chose. Donc, écoutez-vous. Vous n'écoutez pas votre entourage. Et vous connaissez votre corps. Vous connaissez. Vivez comme vous voulez. Ah, c'est parfait, hein, tout est dit. C'est ça. Mais c'est très vrai ce que tu dis. L'entourage souvent va dire tu es malade, repose-toi. Enfin, ça c'est vraiment un lieu commun. Et c'est vrai que il n'y a que nous en tant que patients qui sentons ce qu'on peut faire, ce qu'on est en mesure de faire. Et c'est vrai qu'ils ne pensent pas faire mal en fait en disant ça. Mais c'est vrai que tous les patients que j'ai rencontrés m'ont rapporté ça, et du coup pour les aidants qui écoutent, c'est utile aussi de le dire, d'autant plus que l'activité physique va combattre la fatigue. Ça aussi je pense que c'est important de le dire, et que c'est pas en restant allongé. Alors bien sûr il faut savoir se reposer en temps voulu, mais c'est pas en restant allongé tout le temps que justement on récupère sa forme. Vas-y, dis-moi Brigitte. Oui, justement, quand je disais on reprend ses activités ou sportives ou à la maison ou mettons comme le ménage, après c'est nous, on sent si on est un peu fatigué, on s'arrête un peu et après on reprend, mais on est capable quand même de tout faire ce qu'on faisait avant. C'est juste voilà, les périodes de fatigue suite au traitement, voilà. Mais on écoute, on apprend à écouter son corps, on écoute plus son corps qu'on écoute les autres si on veut, voilà, pour avancer. C'est exactement ça, il faut écouter son corps et pas écouter la bienveillance des gens, même si c'est pour nous, mais Claire a vraiment bien expliqué la problématique. C'est exactement ça. Ainsi se termine la première partie de notre table ronde en 4 épisodes. Pour écouter la suite, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, si ce format de table ronde vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur la page Instagram du podcast. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre 2 passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge, et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à cans.hero, canc.heros. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite.